bienvenue et merci à tous d'être venus ce soir. Et on est vraiment ravis de vous voir si nombreux et de voir la salle quasiment remplie. On est vraiment intéressés par l'idée de pouvoir échanger et pouvoir aussi présenter nos pratiques, peut-être pour plus de clarté par rapport à ça. Ce qu'on a souhaité aussi avec le RS2P, et ça c'est vraiment important ce soir, c'est justement d'éclairer potentiellement sur la façon de travailler des uns et des autres. Et aujourd'hui notamment d'éclairer ce qu'est le coaching. Et puis moi je vais laisser la parole justement à Magali Baton. Magali Baton qui est présidente de RS2P, mais qui est aussi coach, ancienne sportive de niveau, qui a été entraîneur aussi et qui aujourd'hui travaille beaucoup plus dans le monde de l'entreprise et accompagne les sportifs en tant que coach. Donc je vais laisser la parole à Magali pour présenter justement par rapport à tout ce qu'on a pu déjà entendre ce qu'est le coaching. Merci Vincent. Alors à mon tour, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis heureuse de voir cette salle pleine qui me conforte dans l'idée en tout cas que le coaching a définitivement sa place dans le monde, dans l'univers sportif. Alors, on a souhaité débuter cette conférence par une présentation du coaching, quand il est vrai que c'est un terme qui est très à la mode et aussi un peu fourre-tout, dans lequel on va trouver un peu tout et son contraire. Donc il y a beaucoup de confusion autour de ce terme. Alors, je dispose d'une vingtaine de minutes que je vais annoncer de la manière suivante. Je vais commencer donc par vous faire, pour avancer vers une définition en tout cas de ce qu'est le coaching, et vous présenter aussi les fondamentaux, de quoi on parle quand on parle de coaching. Et puis nous verrons les intérêts pour les entraîneurs, en quoi c'est une méthode qui est particulièrement adaptée aux entraîneurs. Et puis je terminerai d'une façon plus pratico-pratique pour vous autour de savoir comment se déroule un coaching et puis aussi vous donner quelques points de repère au moment de choisir un coach si vous aviez envie de tenter l'aventure. Alors, de manière un petit peu, je vais prendre un peu le contre-pied, on va peut-être commencer par ce que n'est pas le coaching. La première chose, c'est qu'on ne va pas parler ce soir du coaching sportif, c'est-à-dire de l'entraîneur-coach. J'ai conscience que dans la salle, il y a beaucoup d'entraîneurs, là, que je peux voir, qui au quotidien se font appeler coach par leurs athlètes. Ils ont donc une certaine posture. Nous, coach, lorsque nous accompagnons un entraîneur ou un client, nous ne sommes pas dans cette position-là de donner un conseil sur le métier d'entraîneur. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Ce que n'est pas non plus le coaching, c'est du suivi psychologique. Le titre de psychologue est défendu par un diplôme universitaire et un psychologue adopte une attitude particulière qui n'est, encore une fois, pas celle du coach. Je vais reprendre tout ça après sous forme de schéma pour que ce soit très clair. Le coaching n'est pas non plus du conseil. Aujourd'hui, dans de nombreux domaines, y compris dans le domaine sportif, il y a beaucoup de consultants. Le coach n'est pas un consultant. Et ce n'est pas non plus, pour terminer, un formateur. Alors, ceci étant dit, l'idée c'était un peu de poser les limites, le cadre en tout cas de ce que ce n'était pas. On va peut-être quand même avancer sur ce que c'est. Alors, en premier lieu, le coaching c'est un regard extérieur sur une situation, sur une problématique. Alors vous allez me dire, oui mais bon, il n'y a pas que le coach qui fait ça, vous aurez bien raison. En tout cas, un entraîneur, quand il vient consulter, quand il vient voir, quand il fait appel à un coach, la première chose qu'il va pouvoir avoir, c'est un regard neutre et bienveillant par rapport à sa situation. Le coach est surtout un expert d'un questionnement spécifique qui va permettre à l'entraîneur de trouver ses propres réponses. C'est-à-dire qu'un coach n'est pas là pour donner des réponses à l'entraîneur. Par contre, il va lui poser des questions suffisamment spécifiques, suffisamment pertinentes pour que l'entraîneur, lui, soit en position de faire émerger ses réponses.
C'est donc une méthode de communication avant tout et un positionnement particulier. Je commençais à vous en parler. Nous, on utilise aisément la notion de posture basse, c'est-à-dire qu'on apporte toujours un éclairage pour mettre l'entraîneur dans les meilleures conditions pour qu'il puisse apporter ses réponses. Alors j'ai repris sous forme de schéma, pour ceux qui sont visuels, ce que je viens de vous dire pour essayer de poser les différents intervenants, les différents accompagnateurs aujourd'hui. Alors, on va commencer, sur la droite, en haut à droite, j'ai posé l'entraîneur dans sa personnalité, on va dire, et je l'ai distancié de son métier d'entraîneur. Si j'ai fait ça, c'est pour bien comprendre que l'intervenant, en fonction du point où il va poser son attention, il va être différent. Si l'intervenant s'intéresse exclusivement à la personnalité de l'entraîneur, on va plutôt parler d'un psychologue. Alors après, en fonction de la formation du psychologue, on aura affaire à un psychanalyste, un psychothérapeute, un psychologue clinicien, enfin bref. Si sur l'autre penchant, vous avez affaire à un intervenant qui s'intéresse particulièrement et exclusivement au métier d'entraîneur, alors dans ce cas-là, vous aurez, selon sa manière d'entrer en contact, vous aurez soit affaire à un consultant, à un entraîneur par exemple qui a déjà exercé, ou un ancien sportif qui vient donner des conseils à l'entraîneur, soit un formateur si c'est plus collectif. Le coach, lui, il va naviguer, en fait il va interroger la relation qu'entretient l'entraîneur avec l'exercice de son métier. Alors, en fonction de la problématique qu'apporte l'entraîneur, il va déplacer le curseur plutôt sur le pôle de la personnalité ou plutôt sur le pôle de l'exercice du métier, mais sans jamais basculer définitivement ni sur l'un ni sur l'autre. Sinon, il sort de ses compétences et il peut déraper. Alors, ce cadre étant posé, je voulais vous faire part des fondamentaux du coaching. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses écoles de coaching, j'en parlerai un petit peu plus loin. Et au-delà de leurs différences, elles enseignent un certain nombre d'éléments communs. Parmi ceux-là, vous allez avoir la synchronisation. Alors la synchronisation, je vais passer vite parce que j'ai vu que tout le monde connaissait très bien ce qu'était le coaching. C'est un outil qui est issu de la PNL, de la programmation neurolinguistique au départ. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est la manière d'entrer en contact avec le coaché, le client, l'entraîneur en l'occurrence, de la manière la plus efficace et la plus adaptée possible. C'est-à-dire, pour vous donner des exemples très concrets, ça va être le fait de caler notre respiration sur celle de l'entraîneur, ça va être le fait d'utiliser le même langage que lui, les mêmes canaux que lui, qui soit visuel, qui soit sensitif, auditif, etc. Une autre chose qu'on va retrouver, vous retrouverez systématiquement chez les coachs sont des experts de l'écoute active. Alors, l'écoute active, c'est sa qualité au coach d'être capable d'entendre de manière la plus pertinente possible ce qui, dans ce qui est exposé par l'entraîneur au moment où il arrive, va être le plus important, et ce qui suit derrière, c'est la reformulation. Alors la reformulation, l'intérêt pour le coach de reformuler, c'est à partir de ce qu'il a entendu, de ce qu'a dit l'entraîneur, de lui renvoyer en miroir ce qu'il vient d'entendre. On parle de l'intérêt. L'intérêt, c'est que, même si ça peut paraître surprenant, on ne s'écoute pas souvent parler. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on dit, on dit souvent plein de choses, et ce qu'on émet, c'est souvent très loin de ce qu'on pense. Le coach, quand il renvoie ce que lui a compris, il y a parfois des dissonances. Et ce qui va être intéressant en séance, c'est de travailler autour de ces dissonances pour faire prendre conscience. Alors, ça peut être le coach qui n'a rien compris, c'est possible, mais ça peut aussi être que le message n'a pas forcément été formulé de manière adéquate, et c'est aussi de ça dont on va parler en coaching. Le coach, c'est le spécialiste du questionnement.
Hein, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je me permets d'insister parce que finalement, tout l'intérêt du coach, ça va être d'être capable de questionner de manière suffisamment précise l'entraîneur pour le faire avancer sur sa problématique. Autre point spécifique du coaching, c'est tout ce qui concerne le cadrage, et puis j'ai marqué le recadrage également. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coach n'est pas tant garant du fond que de la forme. C'est-à-dire que le fond, dans un entraînement de coaching, il appartient tout le temps au coaché. Par contre, le coach, lui, il est garant de la forme. C'est-à-dire qu'il va s'occuper, il va veiller à ce que la problématique initiale soit bien respectée et que ce soit bien là-dessus qu'on est en train de travailler. Parce que des fois, il y a des espèces de fuites qui sont normales, mais en tout cas, le coach est garant de ça. Et puis, dernier fondamental que je voulais vous présenter, c'est la notion de métacommunication. Alors j'ai conscience que ça peut être un terme un peu ésotérique parfois. En fait, derrière ce terme se cache quelque chose qui est très simple. Le coach va communiquer sur ce qui se joue pendant la séance de coaching. C'est-à-dire que dans un coaching, on laisse volontairement la place aux émotions et le coach va parler justement, vous n'êtes pas sans savoir que dans des relations, il y a des notions de projection, de transfert, de contre-transfert, et le coach va aussi communiquer là-dessus pour permettre à l'entraîneur de prendre conscience de ces éléments, et donc, par ricochet, de pouvoir s'en protéger, s'en préserver lorsqu'il va être en situation avec ses équipes d'encadrement, avec ses athlètes, etc., etc. Alors, ceci étant dit, quels sont les intérêts pour les entraîneurs? Il doit bien en avoir, parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Alors il y en a plusieurs. Ceux que je me suis permise de lister, ce sont ceux qui nous reviennent en fin de coaching quand on demande aux clients, aux entraîneurs, de dire finalement à quoi ça vous pourquoi vous avez trouvé ça le plus intéressant. Alors, le premier intérêt, c'est la possibilité de dégager du temps pour soi et donc de mieux se connaître. Pour côtoyer les entraîneurs depuis très longtemps, avant comme sportive, ensuite moi-même comme entraîneur et ensuite maintenant comme coach, ce que je sais de vous, c'est que votre problématique principale, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que les entraîneurs, la première chose à laquelle ils sont confrontés, ils me disent tout le temps, moi j'ai la tête dans le guidon, je suis pris là-dedans. Donc, le simple fait d'engager un coaching, déjà on dégage du temps pour soi et on a déjà fait une grande partie du chemin. Alors ensuite, une fois qu'on a dégagé ce temps-là, l'intérêt c'est de prendre de la hauteur par rapport à sa pratique. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure d'avoir la tête dans le guidon, justement, on s'éloigne un petit peu du guidon, on prend du temps, on regarde de la manière dont on fonctionne. Ensuite, un autre intérêt, et non des moindres, c'est le fait de repérer les modes de fonctionnement et donc de gagner en efficience. Alors quand je dis les modes de fonctionnement, bien évidemment je parle de ceux de l'entraîneur, mais également des personnes autour de lui. C'est-à-dire qu'un entraîneur, il a à minima autour de lui un athlète. La réalité, c'est qu'il a souvent plusieurs athlètes, plusieurs équipes d'athlètes et de plus en plus des équipes d'encadrement avec lui. Donc ça fait autant de personnes qui ne sont pas censées communiquer de la même manière, qui ne sont pas censées fonctionner de la même manière. Et l'intérêt du coaching, c'est de permettre à l'entraîneur de repérer les modes de fonctionnement des uns et des autres, donc d'être plus efficace dans le temps, dans la manière de fonctionner. Donc, évidemment, vous avez compris que l'intérêt, ça va être de développer et d'optimiser son potentiel. Et le dernier qui me paraissait important à partager avec vous, c'est le fait de pouvoir ancrer les résultats du coaching dans le temps. C'est-à-dire qu'un coaching est cadré dans le temps, il y a un début, il y a une fin, et à la fin, l'entraîneur part avec ses objectifs résolus, si possible, et en tout cas, il repart en toute autonomie sur le terrain, sur l'entraînement. Alors, j'avance, on me fait signe que ça se termine. Deux choses. D'abord, comment se déroule concrètement un coaching? Alors, vous avez dans tous les cas un entretien préalable
Donc l'entretien préalable, en fonction de la situation, il va se passer directement avec l'entraîneur. Si c'est l'entraîneur, c'est très basique, hein. Si c'est l'entraîneur qui paye, ça se passe avec l'entraîneur dans un premier temps. Si par contre c'est la structure, donc j'entends par structure le pôle, le club, les fédérations, etc., qui vont payer le coaching, souvent l'entretien préalable, il se fait avec la structure et souvent l'entraîneur. Donc on délimite les objectifs à ce moment-là. Suite à ça, vous allez avoir la rédaction d'un contrat bi- ou tripartite, donc, dans lequel seront précisés un certain nombre d'éléments que vous allez retrouver systématiquement, dont bien évidemment les objectifs du coaching, tout ce qui concerne les modalités pratiques, donc la durée, durée des séances, mais aussi durée du coaching, nombre de séances, espacement entre les séances, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, voilà. Vous allez avoir la charte de déontologie à laquelle se réfère le coach, et puis vous aurez les conditions tarifaires. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver systématiquement dans un contrat. Ensuite, vous avez l'accompagnement à proprement parler qui va se dérouler. Donc, ça dure entre, on va dire, 6 mois et 8 mois à peu près, un coaching, puisque les séances sont espacées environ 3 semaines. Alors ça dépend du coach, ça dépend de la disponibilité des entraîneurs, mais en général, on est dans ces eaux-là. Vous pouvez avoir un entretien intermédiaire qui peut être demandé par le payeur, dans le cadre d'un contrat tripartite. Et puis, en fin d'accompagnement, vous avez un bilan qui est dressé avec le coaching. Voilà. Alors, pour terminer, quelques repères pour vous aider à choisir, bien choisir votre coach. Un coach doit être en mesure de vous donner un certain nombre de garanties. La première, c'est d'avoir suivi une formation certifiante. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'écoles. Moi, ici, mon propos, il n'est pas de dire celle-ci elle est bien, celle-ci elle est mal, je ne les ai pas faites toutes, de fait, je ne peux pas vous le dire. Par contre, bon, celles-là que je vous ai données, hein, ce sont celles que nous avons suivies, donc on est à peu près sûr des contenus. Le repère que je peux vous donner, c'est que si votre coach a suivi une formation en 2 week-ends, en 1 semaine ou 2, méfiance. C'est un vrai travail, c'est un vrai cheminement de devenir coach, c'est pas quelque chose qui s'apprend en 2 week-ends, ça c'est sûr. Le coach doit aussi avoir effectué un travail de développement personnel. Tout l'intérêt, je vous ai parlé tout à l'heure des phénomènes de projection, de transfert, de contre-transfert. L'intérêt pour le coach, c'est d'être au clair avec lui, avec ses propres zones d'ombre, de manière à ne pas les amener en entretien. Ensuite, un coach doit être supervisé. Donc la supervision, c'est très simple, ça veut dire que c'est du coaching de coach. C'est-à-dire que si moi je travaille avec un entraîneur, je vais ensuite aller voir un coach pour valider ce que je fais en séance avec l'entraîneur. Donc ça, c'est une garantie pour moi. Et pour le coach, évidemment. Et puis, dernier conseil, et peut-être le plus facile à repérer pour vous lorsque vous êtes coaché, un coach ne donne pas de conseils. C'est-à-dire qu'un coach qui vous donne des conseils, il est sorti du cadre. Les conseils sont peut-être très bons, d'accord? Je ne juge pas de ça, mais en tout cas, on n'a plus affaire à un coach, on a affaire à un consultant. Voilà. Alors, moi j'en ai terminé avec ma présentation. Maintenant, on va essayer de rendre les choses encore plus pratiques. Et puis, je te redonne la parole, Vincent. Merci de votre attention.